head of the organization that oversees the world's financial system, pulled off a plane in New York and questioned about a sexual assault. Susan, tell us what allegedly happened here. A lot of really disturbing details here involving a very prominent figure in the business world. Here's what we know about what happened. This is according to an official with the New York Police. He's a leader of the International Monetary Fund. His name is Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn a été arrêté par la police new-yorkaise alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour Paris. Il est soupçonné d'avoir violé une femme de ménage dans sa chambre d'hôtel. Son interrogatoire commence à peine que l'information est très vite relayée en France. Dominique Strauss-Kahn, 62 ans, a été interpellé à l'aéroport JFK de New York. Le patron du FMI va être inculpé d'agression sexuelle et de tentative de viol, peut-être dans les toutes prochaines minutes. Restez à l'écoute de RTL, bien entendu. C'est impossible. C'est impossible. On connaît Dominique, on n'y croit pas une seconde. C'est difficile parce que c'est un candidat potentiel à la présidence de la République. En plus, c'est difficile parce qu'on le connaît. Je me dis à ce moment-là que l'histoire de France en a fini avec lui. C'est l'albatros qui est frappé en plein cœur, en plein vol, pour quelque chose que je ne crois pas une seconde vrai, quoi. Attempted rape, criminal sex act, and unlawful imprisonment. Thanks. Unlawful imprisonment. Okay? He's expected to be released tomorrow or no? No, no. Très vite, on comprend que c'est très très grave. Il y avait la politique, le sexe, le pouvoir, l'argent, la mondialisation, les médias. C'est-à-dire que le truc se fait quelque part dans les 12 secondes, vous le voyez. Le lendemain, DSK est transféré au tribunal. Il apparaît pour la première fois devant les caméras, menottes au poignet. La police américaine a fait le choix d'exhiber le suspect. Cette espèce de promenade est faite justement pour l'humiliation, c'est le but, c'est réussi et c'est mondial. C'est terrible cette image, on n'avait jamais vu ça. Jamais vu ça. On se dit que c'est fini. On se dit que cette simple image, Dominique Strauss-Kahn ne s'en relèvera jamais. Il est passé en 2 jours d'un des personnages les plus emblématiques et les plus puissants du monde à quelqu'un avec des boulets aux pieds. C'est quand même quelque chose d'absolument terrifiant. Quand vous êtes pris dans cette sorte de... les mâchoires de cette machine, vous avez l'impression qu'elle peut vous broyer. C'est un joueur, Strauss. C'est quelqu'un qui joue et qui regarde jusqu'où il peut pousser son avantage. Il y a l'analyse, il y a la stratégie, il y a probablement l'envie de gagner. On ne joue pas à ces jeux-là si on ne veut pas gagner. Quand on fait une partie d'échecs, on joue le mieux possible. Après ça, on gagne, on perd. Dans cette affaire, j'ai vécu des choses violentes, oui. Et j'ai beaucoup perdu. Dominique a ce goût du risque, ce goût du jeu. Pendant les cours, quand on s'embêtait un peu, on jouait aux échecs de tête tous les deux.
Il m'avait demandé si je savais jouer aux échecs. J'ai dit non. Il me dit, bah, t'as 2 mois pour apprendre. Parce que si tu veux faire de la stratégie politique, c'est essentiel. Les femmes l'ont porté, mais en même temps, c'est pas étonnant que ce soit une femme qui les fait chuter. Cette légèreté, je l'ai perdue. Pour toujours. Bonsoir. Depuis sa tendre enfance, il a entamé une longue partie d'échecs. Il y a joué des heures et des heures durant, à l'université, puis au ministère de l'économie, mais aussi à New York, en pleine affaire, ou encore à Marrakech, où il séjourne très souvent désormais. Des partis contre qui? À la recherche de quoi? Qui est réellement DSK? Vaste question. Un joueur, un brillant tacticien, un ambitieux, mais aussi un séducteur qui va, à plusieurs reprises, flirter avec les zones d'ombre et avec le danger. DSK intrigue, fascine ou répulse, mais il ne laisse jamais indifférent. Le 14 mai 2011, à New York, il a vu s'envoler son destin présidentiel et aujourd'hui encore en France, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur cet incroyable scénario, sur cette chute personnelle qui fut également un choc politique pour ceux qui avaient vu en lui l'espoir d'une gauche nouvelle. Alors comment en est-il arrivé là? Nous allons redessiner les hauts et les bas de cette vie mouvementée où plusieurs femmes joueront un rôle essentiel. Le danger, la vie qui ne tient qu'à un fil, c'est peut-être l'acte fondateur de cette histoire. Et tout cela remonte au 29 février 1960, au Maroc, dans la ville d'Agadir. En 1960, Dominique Strauss a 11 ans. Il a grandi ici, au Maroc. Une enfance heureuse et ensoleillée. La plage à Agadir, c'était notre vie. Dès qu'on avait une journée de libre ou une demi-journée, on allait à la plage. Vivre à Agadir à ce moment-là, c'était pour un enfant, pour beaucoup de gens d'une façon générale, mais pour un enfant, c'était le paradis sur terre. Dominique est l'aîné de 3 enfants. Il est né à Neuilly, en banlieue parisienne, mais ses parents sont venus s'établir au Maroc lorsqu'il avait 2 ans. Sa mère Jacqueline est journaliste, son père, Gilbert, est conseiller juridique et fiscal. C'est pas une famille de gens riches, des gens qui possèdent pas grand-chose, mais qui aiment la vie, et quand ils gagnent de l'argent, ils le dépensent. Les Strauss vivent ici une existence paisible. Jusqu'à cette nuit du 29 février 1960. Peu avant minuit, Jacqueline et Gilbert font sortir les enfants de l'immeuble. Agadir est secoué par un violent séisme. On n'a pas de lumière, il fait nuit, il fait froid. On sait que notre vie, on sait que nos vies sont en péril, effectivement, que tout peut s'effondrer. Régulièrement, on sent la terre qui frémit. Et de temps en temps, on entend un bruit un peu lointain. C'est un immeuble qui s'effondre. Les secousses vont durer toute la nuit. Au petit matin, le calme est revenu. La famille rejoint un centre d'accueil monté en urgence. Sur le chemin, ils découvrent l'ampleur du désastre. Il ne reste plus rien ou presque de la vieille ville, à l'épicentre du séisme. Les marins étaient là à secourir les blessés, les gens ensevelis sous les immeubles, sous les maisons, et Dieu sait s'ils étaient nombreux. Le bilan est lourd. Près de 15 000 morts. C'est un tiers de la population d'Agadir. À 11 ans, Dominique prend conscience qu'il est un miraculé. La plupart de ses camarades de classe sont morts durant cette nuit tragique. Lui-même a souvent fait de ce tremblement de terre un événement fondateur de sa vie. Il a compris, avec le tremblement de terre, que le ciel pouvait lui tomber sur la tête. L'idée qu'il ait pu survivre à un événement naturel, catastrophique, et qui avait fait tant de morts, ça l'a peut-être persuadé qu'il pourrait vaincre tous les éléments. Il y a le traumatisme du
tremblement de terre, mais il y a surtout le traumatisme de la conséquence du tremblement de terre, qui est le déracinement. Gilbert Strauss a tout perdu, il n'a plus de situation, et ils sont obligés de partir. Et il organise le rapatriement de toute sa famille vers la France. C'est la fin de cette vie de rêve au Maroc. Il aura suffi d'une nuit pour que tout bascule. Pendant un an, la famille est en transit. D'abord Casablanca, puis Paris, avant de finir son périple à Monaco. C'est une ville où il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, et puis il n'y a pas beaucoup de fiscalistes comme lui, et puis c'est aussi le soleil, c'est aussi la Méditerranée. Nous sommes en septembre 1961. Dominique Strauss fait donc sa rentrée en 4e dans un grand lycée de la Principauté. Et ses camarades de classe vont très vite remarquer qu'il n'est pas un adolescent comme les autres. Il y a donc un nouvel élève qui arrive en classe, qui suscite la curiosité de tout le monde. J'apprends qu'il vient du Maroc, qu'il a vécu le tremblement de terre d'Agadir. Ce nouveau copain, avec des oreilles décollées, qui allait très rapidement devenir mon meilleur ami. Il sait parler, aux garçons comme aux filles. C'est quelqu'un de très populaire, de bien intégré tout de suite, qui fait partie du noyau de la classe. Marqué par les événements d'Agadir et le déracinement, Dominique a depuis longtemps perdu l'insouciance de l'enfance. Alors à 14 ans, lorsqu'il rencontre Hélène, son premier amour de lycée, il a déjà en tête de fonder une famille. Il y a quelque chose d'assez atypique chez Dominique Strauss-Kahn, c'est cette incroyable maturité. À 14 ans, il tombe amoureux d'une fille de 16 ans, et surtout, il est déterminé à l'épouser, à faire sa vie avec elle. Qu'est-ce qui a fait que, voilà, qu'il y ait l'étincelle entre les deux? Ça, c'est toujours un mystère. Toujours est-il que c'était, dans notre classe, c'était le seul véritable couple. Ils ont formé un couple dès l'âge de 15-16 ans. Ils sont très jeunes, mais ce qui les unit, c'est que ce sont deux intellectuels, c'est qu'ils ont beaucoup de goûts communs, beaucoup de discussions en commun, et l'envie de fonder un couple et de fonder une famille très très jeune. À peine leur bac en poche, les deux lycéens se marient et partent s'installer à Paris pour poursuivre leurs études. Il est un des plus jeunes mariés de France, et en tout cas, il n'était pas le seul, mais il est un des rares lycéens mariés. Dominique rêve d'intégrer une grande école de commerce. Et il s'est inscrit à plusieurs concours, dont celui d'HEC. Dans sa nouvelle bande d'amis, il est l'un des rares à avoir son propre appartement, alors c'est chez lui que l'on vient réviser. On a fait un petit groupe à 3 pour mieux travailler ensemble. Dominique était plus fort dans les matières plus littéraires ou économiques, histoire, géographie, philo, culture générale, etc. Et donc, on se complétait assez bien. C'était un concours, il fallait quand même bosser un minimum. Hélène a rapidement pris en main leur nouveau foyer. Elle fait tout pour que Dominique soit dans les meilleures conditions pour son concours. Elle assure des revenus financiers en travaillant à mi-temps dans le cabinet juridique de Gilbert Strauss. C'était un peu notre maman à tous, qui nous coachait, qui nous donnait toute son affection. En général, Hélène faisait la cuisine, et puis nous, on travaillait. Des fois, c'était Dominique, mais c'était plus rare. Dominique n'a qu'un seul objectif en tête, réussir son concours. En septembre 1968, à 19 ans, il fait son entrée à HEC. Il s'avère très doué en économie et il a déjà le sens des affaires. Sa plus grande réussite, le financement d'un voyage en Amérique du Sud. Il a convaincu des entreprises de l'envoyer là-bas faire une étude de marché. Il va passer 3 mois au soleil avec ses amis, tout frais payés. On a pris l'avion pour New York, on est descendu en bus en stop en Amérique du Sud. Et là, on s'est immergé dans la jungle avec des Indiens. On est allé au Machu Picchu. Il n'y avait pas de guide, il n'y a pas de touristes, bien sûr. On était seuls.
On a dormi dans les ruines et on a vécu comme ça pendant presque 3 mois. De retour à Paris, les étudiants doivent rédiger un rapport sur leur étude de marché. Mais durant ce voyage, ils ont surtout pris du bon temps. Il va donc falloir improviser. Et c'est Dominique qui va alors montrer toute l'étendue de ses capacités. Nous n'avions pas tellement travaillé. Nous étions répartis la tâche. Et je me souviens que mes rapports étaient relativement légers, alors que ceux de Dominique faisaient 200 pages. Parce que d'abord, il avait pris quelques notes, et puis en plus, il avait bossé, il avait écrit. Et encore une fois, Dominique est le contraire d'un dilettante, c'est un gros bosseur. Dominique est un étudiant brillant et ambitieux. Il enchaîne les diplômes. Après HEC et sciences politiques, il obtient l'agrégation d'économie. Il disait, sans rire, qu'il était capable d'être soit ministre des Finances, soit prix Nobel d'économie. À 28 ans, Dominique Strauss est déjà un homme accompli. Il est père de 2 petites filles et entame une carrière de professeur d'université en Lorraine. Entre sa vie familiale à Paris et ses cours à la fac de Nancy, il trouve le temps de se lancer un nouveau défi. Il veut entrer en politique. En 1976, il prend sa carte au Parti socialiste et entend bien s'y faire remarquer. C'est à ce moment-là que Dominique Strauss va devenir DSK. Chaque week-end, lorsqu'il rentre à Paris, Dominique travaille pour le Parti socialiste. Il veut mettre ses connaissances en économie au service du parti. Dominique est un vrai homme de gauche. Son père avait des valeurs républicaines et démocrates très profondément ancrées. Et je veux dire que c'est l'ADN de Dominique. Mais ce n'est pas son père qui l'a le plus influencé politiquement. C'est son grand-père de cœur, un certain Marius Kahn. Marius Kahn avait un rôle particulier dans sa famille. Il était l'amant de sa grand-mère. Cette femme a vécu longtemps avec son mari et son amant sous le même toit. Dominique n'a jamais connu son véritable grand-père, mort avant sa naissance, mais il était très proche de Marius. C'est donc ce grand-père ou cette personne qu'il considère comme grand-père qu'il admire énormément, qui a vraiment pris Dominique sous son aile et qui a sans doute contribué à former Dominique. À la mort de Marius Kahn, Dominique prend une étonnante décision. Il change de nom. Désormais, il signe ses écrits « Dominique Strauss-Kahn » en hommage à son mentor disparu. Je l'ai vu signer Strauss, et puis après, je l'ai vu signer Strauss-Kahn. Il s'appelait Strauss. Il s'appelait Strauss, Dominique. Il ne s'appelait pas Strauss-Kahn. Et c'est sous ce nouveau patronyme que le jeune professeur d'économie publie son premier livre et se fait ainsi remarquer au sein du Parti socialiste. Ce n'est pas un militant comme beaucoup de sa génération. Il ne fait pas partie de ces jeunes qui, en 68, se sont révoltés contre la famille, contre l'ordre établi, contre tout, et qui ont tout lâché, et soit qui sont partis fonder des communautés, soit qui sont allés s'installer en usine. Non, lui, il étudie l'économie. Et progressivement, sa passion pour l'économie va avoir raison de sa foi marxiste. Parce qu'il s'aperçoit que ça ne colle pas. Au début des années 80, le parti est en pleine campagne présidentielle pour porter au pouvoir son premier secrétaire, François Mitterrand. Il est recruté dans son équipe de campagne et il va très vite se rendre indispensable. Il faisait partie de ceux à qui on demandait des notes. Ce sont les petites mains dans une équipe de campagne, mais ce sont des petites mains nécessaires, utiles, et puis à travers les petites mains des campagnes, c'est aussi un moyen de démontrer qu'on sait faire quelque chose. Pendant toute cette campagne présidentielle, ses analyses économiques sont remarquées en haut lieu. Il s'est assez vite imposé comme un expert d'avenir, c'est-à-dire quelqu'un qui était encore très jeune, mais qui avait un background universitaire important. C'est la jeunesse, la compétence, l'homme qui faisait le bon compromis entre les idées socialistes et la nécessaire ouverture vers le monde de l'économie. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir,
Dominique Strauss-Kahn va grimper dans la hiérarchie du parti. Alors que beaucoup des responsables du Parti socialiste vont migrer vers l'Élysée, vers différents postes gouvernementaux ou dans les cabinets ministériels, à l'Assemblée nationale aussi, lui va prendre petit à petit la responsabilité des experts en matière économique. C'est ainsi qu'il fait sa première apparition à la télévision le 13 octobre 1981. C'est lui qui a été choisi pour expliquer au grand public les réformes du nouveau gouvernement. Il me semble tout à fait clair que l'orientation actuelle qui est donnée et qui va à un abaissement de l'âge de la retraite, encore une fois en liaison avec les problèmes de l'emploi, doit se faire en assurant aux gens qui partiraient plus tôt à la retraite au moins la même retraite que celle qu'ils auraient obtenue sinon. Quand on l'a vu commencer, on l'a trouvé tous absolument éblouissant. Éblouissant dans ses propos d'intelligence, de vivacité, de brio. Il avait une tête un peu étrange avec sa barbe et ses lunettes. Il faisait un peu vieux prof qui sortait de Nanterre. On l'a suivi en se disant que c'était un des hommes qui allait le plus compter dans la politique. Une intervention remarquée par un membre de l'équipe gouvernementale. Michel Rocard, alors ministre du Plan, veut recruter dans son équipe ce brillant analyste. Assez vite, j'ai senti avec ce jeune Dominique Strauss-Kahn, que je ne connaissais pas, qu'il était très compétent. J'ai demandé à Dominique Strauss-Kahn de sortir de l'université et je lui ai demandé d'accepter d'être chef de service au commissariat au plan, ce qu'il a accepté. Dominique Strauss-Kahn n'a aucune hésitation. Malgré l'arrivée de son troisième enfant, il prend le risque de quitter l'université pour se consacrer exclusivement à la politique. Dominique a senti le pouvoir et il ne va plus le lâcher. Il a dû un peu attendre son tour, mais il n'a pas attendu très longtemps quand même. En changeant de métier, Dominique Strauss-Kahn change aussi de milieu et il se fait de nouvelles relations. En 1983, au cours d'un colloque à Deauville, il rencontre une femme, Brigitte Guillemette. Elle dirige une société de communication. Brigitte a été un très bon coach pour Dominique. Elle l'encourageait, elle respectait beaucoup son positionnement politique. Dominique n'était pas toujours pile poil dans la ligne du parti. Dominique, il a ses idées, il est sincère, il croit à ce qu'il dit et l'encourageait à être lui-même. Il entame alors une relation avec Brigitte. Une relation qui dure, au point qu'il décide de quitter sa femme après 20 ans de vie commune. Brigitte s'est retrouvée enceinte de lui. Je pense que c'est pas totalement étranger à sa décision de quitter Hélène. Hélène, c'est vrai, est une fille qui a énormément de qualités, mais qui n'a peut-être pas le côté brillant, mondain, etc., dont il pouvait avoir envie à l'époque pour grimper en politique. Quelque temps après son divorce, Dominique Strauss-Kahn épouse Brigitte Guillemette. Hélène l'avait beaucoup soutenue durant ses années d'études. Aujourd'hui, c'est Brigitte qui va l'aider dans son ascension. Elle va tout d'abord retravailler son image. Fini le collier de barbe du professeur d'économie, DSK doit ressembler à un homme moderne. Brigitte était une très jolie femme qui a cru en Dominique, qui l'a complètement relooké, lui a fait enlever, il avait des lunettes minables, une barbe, je sais plus quoi, enfin, il n'était pas terrible. Et elle l'a habillé normalement, je dirais, et surtout elle l'a encouragé dans son ambition. Et c'est dans ce nouveau costume de jeune politicien qu'il part faire sa première campagne électorale. Nous sommes en janvier 1986. La cote de popularité de François Mitterrand est au plus bas. Le Parti socialiste a perdu de nombreux sièges aux dernières élections et les prochaines législatives, prévues au printemps, s'annoncent extrêmement difficiles. Mais le président de la République a mis en place une stratégie. L'idée de François Mitterrand, c'était « je vais perdre les législatives, il faut que le Parti socialiste reste fort au Parlement, et pour ça, il faut notamment un certain nombre de têtes nouvelles qui donnent le sentiment que il y a déjà un renouveau potentiel derrière une défaite annoncée. » Et parmi ces nouvelles têtes, il y a celle de Dominique Strauss-Kahn. Depuis ses débuts au Parti socialiste, il n'a cessé de démontrer ses compétences économiques et son talent oratoire.
Mais à 36 ans, il est temps de le mettre à l'épreuve du scrutin. On lui a choisi une circonscription difficile, la Haute-Savoie. Un département qui vote à droite depuis la Seconde Guerre mondiale. En France, les montagnes votent à droite et les plaines votent plus à gauche, c'était comme ça. Pour appuyer sa candidature, il bénéficie de toute la puissance financière et logistique du parti. Brigitte, de son côté, son épouse, réalise son étonnant clip de campagne. Dominique Strauss-Kahn apparaît pour la première fois sans sa barbe. Il est souriant, dynamique, sportif. Un style qui tranche avec l'image de la gauche traditionnelle. Il ne faut pas oublier qu'en 81, François Mitterrand avait fait une campagne extrêmement classique dans la forme. On peut même dire traditionnaliste, délibérément traditionnaliste. Lui, il fait au contraire une campagne audacieuse. Je suis l'économiste du Parti socialiste et donc le parti a souhaité que je puisse, dans la nouvelle Assemblée, continuer de jouer ce rôle. Il fallait donc que je me présente quelque part, et puisqu'il n'y avait pas de député sortant en Haute-Savoie, il a semblé que c'était ne prendre la place à personne que de m'envoyer représenter ses couleurs ici. Et puis moi, ça me plaisait bien de choisir la Haute-Savoie parce que je fais beaucoup de montagnes et beaucoup de ski, et donc c'est une région qui me plaît beaucoup. Dominique Strauss-Kahn tente de justifier son parachutage en Haute-Savoie. Mais il n'est pas le bienvenu dans la région, y compris dans son propre camp. Sur place, même les militants socialistes sont opposés à la venue de ce Parisien, imposé par le parti. Ils arrivent tous comme ça ici, costume, cravate. Mais après, il faut bien s'adapter au froid, à la neige. On ne s'habille pas à Sallanches comme on s'habille à Paris, c'est certain. Donc, effectivement, il a acheté tout ce qu'il fallait pour être dans le coup. Pour ne pas avoir l'air trop parisien, Dominique Strauss-Kahn s'est trouvé une veste canadienne. Il pensait faire couleur locale, mais personne n'y croit. Le problème, c'est que les Canadiennes, c'était un peu le montagnard des années 50. Mon père avait une Canadienne. Mais actuellement, on était tous en blouson. Donc là, il ne faisait pas tellement pays. Le candidat poursuit ses efforts. Il va à la rencontre des Savoyards, présente sa nouvelle épouse. Il fait tout pour s'intégrer, mais cela ne suffit pas. On ne va pas dire qu'on l'a reçu à bras ouverts. Ici, de ne pas être du coin, c'est être un étranger. Et on n'aime pas beaucoup les étrangers, sauf quand ils viennent faire du ski. Donc c'est pour lui un désavantage certain. Mais le vrai problème, c'est que les socialistes savoyards préfèrent soutenir un autre candidat, un historique de la région, Robert Borel. Et Dominique Strauss-Kahn va mettre le feu aux poudres en venant se présenter à lui avec une pointe d'arrogance. Il a commencé à me prendre par les sentiments, en me disant « Te fais pas de soucis, je vais avoir un avenir, mais toi aussi, tu seras mon second, je t'emmènerai dans mon sillage. » Et c'est ça surtout qui m'a braqué. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'une classe sociale supérieure et un peu méprisante, quoi. Et Robert Borel ne cède pas. Il décide de maintenir sa liste face à Dominique Strauss-Kahn. Il est alors exclu du parti. J'étais absolument déterminé, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'ils viennent se parachuter là, aucune. Tout va alors se jouer à Annemasse, la ville de Robert Borel. À quelques jours du scrutin, Dominique Strauss-Kahn annonce qu'il y tiendra son dernier meeting. Je prends ça pour une provocation, et mes amis encore bien plus que moi. Pour eux, pas question de laisser Dominique Strauss-Kahn jouer les provocateurs. Le jour J, Robert Borel et ses sympathisants s'invitent donc au meeting. Il y avait une foule noire qui entourait la salle et qui brandissait des panneaux à mon nom. Mes gars, moi, forcent la porte, ils entrent, ils envahissent la salle et ils passent leur temps à hurler « Borel, Borel, Borel ». C'était violent. C'était violent, c'était très violent. J'ai même entendu certains que je connais dire Strauss-Kahn dans le lac. Nous sommes à côté du lac de Genève. Mais ces menaces ne déstabilisent pas DSK. Le jeune candidat dispose d'un atout. Pierre Mauroy, ancien Premier ministre et ténor du parti, est venu sur place défendre sa candidature. Je comprends les difficultés qui ont pu être les vôtres. Je ne viens pas pour les régler.
Je viens pour que la Haute-Savoie ait un député socialiste. Voilà. Que chacun, à partir de ça, prenne ses responsabilités. Les militants ont-ils compris le message? S'ils veulent avoir une chance que la gauche l'emporte, ils doivent soutenir Dominique Strauss-Kahn. L'enjeu est national. La France qui a donc changé hier soir de majorité. L'UDF et le RPR deviennent la nouvelle majorité. Le 16 mars 1986, malgré le raz-de-marée de la droite, Dominique Strauss-Kahn remporte sa première élection et permet aux socialistes de reprendre la Haute-Savoie. Durant cette première campagne très difficile, il a su démontrer un sang-froid à toute épreuve. Il a gagné un départ dans la vie politique, ce qu'il n'avait pas jusque-là. Un départ qu'il entend rapidement concrétiser sur les bancs de l'Assemblée nationale. La Haute-Savoie n'était qu'un tremplin. À peine élu député, il reprend la direction de Paris. Il est un peu ailleurs déjà, en train d'essayer d'atteindre une autre planète. Il fallait qu'il aille plus haut. Il n'avait pas grand-chose à faire en Haute-Savoie. On ne l'a jamais revu. Jamais un mot, jamais rien. Disparu complètement des écrans radars. La parole est à Monsieur Strauss-Kahn. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Après la Haute-Savoie, DSK se voit confier la circonscription du Val d'Oise. Il se rapproche ainsi de Paris, où il vit avec son épouse Brigitte et leur fille Camille. Mais chacun aura compris que le député vise beaucoup plus haut. La réélection de François Mitterrand en 1988 pourrait justement lui ouvrir de nouvelles perspectives. Il rêve d'un poste au gouvernement, mais il manque encore de notoriété pour pouvoir y prétendre. Et c'est encore une femme qui va l'aider à franchir ce cap. Le 27 octobre 1988, la journaliste Anne Sinclair co-présente Questions à domicile, une nouvelle émission politique dont l'invité principal est Alain Juppé. L'originalité de cette émission, c'était qu'il y avait un personnage mystère qui, à la fin, était là pour porter la contradiction. Notre invité surprise, il est dans nos studios de Cognac G depuis le début. Il regarde de dos et il se retourne. Le voilà. Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. Vous êtes le président socialiste de la commission des finances de l'Assemblée nationale. On s'est aperçu qu'il passait bien l'image. Il n'était pas spécialement beau. On ne se disait pas « mon Dieu, il rayonne », mais il passait bien. Je crois que sur certains aspects, vous avez été un peu caricaturaux. Anne Sinclair a une très mauvaise vision du RPR, Olivier Duhamel est partial. Bref, on a un peu le sentiment en vous écoutant que tout ce que vous faites est bien, tout ce que font les autres est mal. Je me suis pas trop sentie visée, hein, je vous rassure. Bien. Ce soir-là, Anne Sinclair est troublée par le talent d'orateur de Dominique Strauss-Kahn. Elle l'appelle au téléphone juste après l'émission pour le féliciter et ils conviennent d'un déjeuner. Anne Sinclair était la star absolue. Tout le monde avait un béguin pour Anne. C'était la femme la plus aimée de France. Dominique Strauss-Kahn est un homme marié. Quant à Anne Sinclair, elle est l'épouse du journaliste Yvan Levaille. La rencontre avec Anne Sinclair est formidable pour lui, puisqu'elle est à la fois la femme la plus populaire de France et celle qui rend accessible la politique au public. Et il m'a dit, cette femme est extraordinaire, je peux l'épouser. Il avait une ambition démesurée. Comme quand il me disait qu'il allait être, alors qu'on était des gamins, qu'il allait être prix Nobel ou ministre d'économie. Je disais, arrête ton char. Quelques mois après leur rencontre, le couple s'affiche publiquement. Ils ont tous les deux quitté leurs conjoints respectifs et peuvent assumer leur histoire au grand jour. Il y a un côté couple qui a réussi, couple qui assume. Elle va grandement l'aider
avec sa popularité, puis avec sa connaissance de la politique, elle va être une véritable partenaire aussi pour Dominique Strauss-Kahn. Il va pouvoir parler avec elle de stratégie, de tactique, de tout ce qui fait la politique au quotidien. Et cela tombe plutôt bien. Cette année-là, Dominique Strauss-Kahn fait son entrée au gouvernement, nommé ministre de l'Industrie par Édith Cresson. J'ai entendu Dominique Strauss-Kahn prendre la parole d'une façon qui m'a intéressée, c'est-à-dire que ça sortait du discours général. C'était beaucoup plus moderne. Il avait une vue réaliste et non pas théorique de l'économie. Mais il n'aura pas le temps de faire ses preuves. L'année suivante, la droite reprend la main aux législatives et DSK perd son ministère. Ministre de l'Industrie, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait des choses, mais il n'a pas pu donner le maximum de ce dont il était capable. Dominique Strauss-Kahn retourne dans l'ombre. Mais c'était sans compter sur sa nouvelle femme, Anne Sinclair. Comme ses précédentes épouses, elle va s'avérer déterminante dans sa carrière. Quand je disais à l'époque je vais déjeuner avec Strauss-Kahn, on me disait avec qui? C'était quelqu'un qui était absolument inconnu. Anne avait beaucoup d'ambition pour Dominique. Et Anne savait, peut-être mieux que Dominique, qu'il fallait se créer une image. Quelques mois après sa sortie du gouvernement, Anne Sinclair invite chez elle le journaliste Henri-Jean Servat. Pour la première fois, la star de télévision accepte de dévoiler un pan de sa vie privée. Mais ce n'est pas vraiment d'elle dont elle a envie de parler. Moi, c'était elle qui m'intéressait, mais elle, ce qui l'intéressait, c'était son mari. Voilà, donc elle ne m'a parlé pratiquement que de lui du début à la fin de l'interview. C'était le plus grand musicien. Il jouait du jazz, il faisait des sonates de Beethoven pour elle le soir, quand il y avait le clair de lune sur le bois de Boulogne, il lui faisait un peu de Beethoven. À cette époque, Dominique Strauss-Kahn est totalement retombé dans l'anonymat. Il est devenu avocat d'affaires, mais ce jour-là, grâce à sa femme, il revient dans la lumière. Dominique Strauss-Kahn, à cette époque-là, c'est Monsieur Sinclair. Et Sinclair, Anne, fait une opération de relations publiques en présentant à la France entière, à travers Paris Match, celui dont elle est fière. Une exposition médiatique qui va l'aider à relancer sa carrière politique. En 1995, il part à la conquête d'une ville, Sarcelles, en banlieue parisienne. Cette fois, il n'arrive pas du tout en Parisien conquérant. Il va à la rencontre des habitants. Comme il s'est acharné, les gens ont fini par le regarder comme quelqu'un qui était de la commune. C'est-à-dire qu'il ne faisait plus parachuter. Et c'est probablement là qu'a commencé vraiment sur le terrain à se bâtir la réputation de Dominique Strauss-Kahn. Le 18 juin, DSK remporte l'élection municipale et fait basculer la ville de Sarcelles à gauche. C'est un succès parce que c'était tout sauf une évidence. Et que c'est une ville difficile, donc c'est un succès personnel. Et cette fois, il entend bien honorer son mandat. Sarcelles a besoin d'un plan de redressement économique et il pense avoir des solutions. Aux commandes de la ville, il a enfin l'occasion de montrer ses compétences. J'ai été douloureusement surpris de constater au mois de septembre que la ville de Sarcelles payait les factures et payait les avoirs. Sarcelles est une des villes probablement les plus endettées de France et avec très peu de perspectives pour rebondir. En à peine 2 ans, DSK parvient à sauver la municipalité de la faillite. Il redresse la courbe du chômage en multipliant les emplois jeunes, développe le réseau de transport et réduit la dette publique. La ville devient son fief, sa caution populaire et son laboratoire d'idées. Il s'engouffre là pour démontrer que maintenant, au sein du PS, en économie, les idées neuves, c'est lui. Ça peut être pour lui une vraie rampe de lancement vers une candidature présidentielle qu'il a assez vite en tête quand même. Il a déjà, nationalement, l'envie de faire quelque chose d'important pour la France. Ce que je fais pour Sarcelles, je peux le faire pour la France. À Sarcelles, DSK affirme son pouvoir sur la ville, mais aussi sur ses habitants. Ce jour-là, DSK est en train de faire son discours de vœux à la mairie. Lorsqu'une jeune femme entre dans la salle. J'arrive en retard, j'ouvre la porte et puis M. Strauss-Kahn est en train de faire son discours de cérémonie de vœux.
Et j'interromps un peu le truc. Et là, il se passe un... je sais pas comment décrire ça. Il est soudainement devant moi et je sais pas, c'était électrique. Il n'y a pas d'autre mot. C'était électrique. Marie-Victorine est la fille d'un militant socialiste de Sarcelles. Elle n'avait encore jamais rencontré le maire. À la fin du discours, elle se présente à lui. On se regarde et on se dit pas un mot, mais vous savez quand vous rencontrez quelqu'un et vous savez littéralement à la seconde que cette personne va avoir un impact sur votre vie, c'était comme un train inévitable. L'après-midi même, le maire rappelle la jeune femme. Il m'a dit, bon, il faudrait qu'on se voit. Je lui ai répondu, oui, je sais, parce que je savais, tout simplement. Et il m'a dit cet après-midi, j'ai dit cet après-midi. On a conclu d'un endroit. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, oui. Vous savez, un garçon qui a rencontré la femme de sa vie à 14 ans et qui a vécu avec la même femme pendant 20 ans, qui n'a pas eu vraiment l'adolescence, qui n'a pas eu ce qu'on peut connaître à l'adolescence, c'est-à-dire papillonner d'une relation à une autre, avoir de multiples relations, des conquêtes, etc. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui va rattraper lorsqu'il est devenu un personnage public, lorsqu'il s'aperçoit qu'il plaît beaucoup aux femmes et qu'il peut en abuser, voilà. Les deux amants vont se revoir régulièrement. Et la jeune femme finit par tomber amoureuse. C'est un homme extrêmement attendrissant. On s'appelait quasiment tous les jours à une époque. On se dit, bah, finalement, mariage ou pas, vie politique ou pas, on est amoureux. Une relation qui va durer près d'1 an, jusqu'à ce que Dominique Strauss-Kahn, rattrapé par son destin national, délaisse Sarcelles et sa maîtresse. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le 21 avril 1997, le président Chirac, pensant consolider sa majorité, vient de faire un choix fatal pour son gouvernement. La gauche remporte les élections législatives avec 319 sièges contre 257 à la droite. De nouvelles élections ont lieu, et c'est la gauche qui l'emporte, propulsant Lionel Jospin à Matignon. DSK fait partie de sa garde rapprochée. Il se tient prêt à revenir aux affaires. Il sait très bien que Lionel Jospin compte sur lui. On ne sait pas encore à quel niveau et à quel moment, mais il sait très bien que Lionel Jospin compte sur lui. Monsieur Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur. Monsieur Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Lionel Jospin, franchement, lui offre sa chance à ce moment-là, et il l'a saisi. Là, il va pouvoir enfin faire ses preuves. Parce que ministre de l'économie et des finances, c'est un des postes ministériels les plus visibles. Il devient un des nouveaux éléphants du Parti socialiste aussi. Pour lui, c'est très bien, et pour Anne, ça va être un peu plus difficile. Parce que être la femme d'un ministre en exercice, ça n'est pas un avantage pour une journaliste. A fortiori quand on est la plus grande star du moment. Et une fois encore, Anne Sinclair va prendre une décision importante pour soutenir la carrière politique de son mari. Mon mari ayant un poste important dans le gouvernement de la France aujourd'hui, je trouvais pas très décent et j'aurais trouvé pas très normal de continuer à faire une émission politique qui était parmi les plus regardées. Elle va se mettre
au service d'une certaine façon de l'ambition de Dominique Strauss-Kahn, qui est aussi la sienne. Évidemment, ils imaginent tous deux que la gauche peut remporter l'élection présidentielle de 2002 et que dans ces conditions-là, Dominique Strauss-Kahn pourra jouer un rôle plus majeur encore que ministre de l'économie. C'est fini, je suis un peu émue de rendre l'antenne parce que ce furent 13 années de passion, 13 années de liberté, vous venez de le voir. Anne Sinclair commence une nouvelle vie dans l'ombre. Au moment où DSK, lui, fait son entrée dans la lumière. À son arrivée à Bercy, de nombreux dossiers attendent Dominique Strauss-Kahn. La lutte contre le chômage, l'ouverture du capital des grandes entreprises publiques ou encore le passage à l'euro. Mais ici, il est dans son élément. Bercy, c'est vraiment un travail non-stop, 7 jours sur 7, avec des séances de nuit qui sont extrêmement importantes. On peut commencer à travailler les dossiers qu'à partir de 8 h du soir. Parce qu'avant, on est pris par les réunions interministérielles, l'Assemblée, le Sénat, les inaugurations quand il y en a à faire, etc. Travailler, on va travailler. J'ai amené, permettez-moi, j'en ai pris qu'un, je vous le promets, un petit graphique, je ne sais pas si on le voit. C'est un homme brillant qui est doublé d'une brillance pédagogique. C'est un grand pédagogue. La manière la plus simple, c'est de constater que 6,66, c'est 2 tiers de 10. Écoutez, voilà, le premier euro français sort. C'est le premier en Europe. Le voilà. Et aujourd'hui, moi, je suis fier, même un peu ému, je vous le dis sincèrement, d'être le ministre des Finances qui fait que mon pays participe à l'euro. Il fait de Bercy une machine qui fonctionne bien, qui est heureuse de vivre, qui a le sentiment de se battre sur un projet. 16 600, c'est un scandale, je paye beaucoup trop d'impôts. Et les résultats sont là. La croissance repart et le chômage baisse. Avec sa politique sociale libérale assumée, DSK réconcilie même la gauche avec les grands patrons. Tous les milieux industriels, économiques, bancaires reconnaissent que c'est le ministre du gouvernement Jospin avec lequel on peut vraiment parler et avec lequel on peut vraiment dealer. Il y a des gens encore au chômage, il y a des gens en difficulté, bien évidemment. Mais on crée l'envie d'avancer. Et l'envie d'avancer collective, c'est ce qui fait marcher un pays. Qu'est-ce que vous pensez de votre ministre de l'économie? Comment Là, comme ça, à brûle-pourpoint, je ne peux pas répondre. DSK n'a jamais autant brillé, mais l'euphorie va être de courte durée. À l'hiver 1999, il se retrouve au cœur d'une affaire financière. L'affaire de l'AMNEF, une mutuelle étudiante accusée d'avoir eu recours à des emplois fictifs pour rémunérer des hommes politiques. Dominique Strauss-Kahn sait qu'il va être mis en examen. Il part en parler au Premier ministre. La réponse de Lionel Jospin sera sans appel. Lionel Jospin, en matière d'éthique, c'est quelqu'un qui ne plaisante pas du tout et qui ne veut surtout pas que son gouvernement puisse être critiqué sur ce plan. Lionel Jospin était inquiet et c'est lui qui va prendre la décision d'obliger Dominique Strauss-Kahn à démissionner. Je remets ce matin ma démission au président de la République et au Premier ministre. Si je démissionne, je le dis avec force, ce n'est en aucune manière parce que je me sens coupable. Nous sommes un peu tous surpris et atterrés, et c'est la tristesse qui nous envahit. Pour moi, il n'est pas concevable qu'un ministre puisse continuer d'exercer sa mission alors qu'existe à son encontre un soupçon donnant lieu à une procédure judiciaire au risque de porter atteinte à tout le gouvernement. Tout le monde est désolé de voir quelque chose qui fonctionne craquer. On vit un moment qui est humainement difficile. En ce moment douloureux, je veux dire aussi à mon épouse, à ma famille, à mes amis, à quel point leur soutien m'est précieux. Je vous remercie.
Pour tout le monde, c'est une mauvaise nouvelle, pas seulement pour Dominique Strauss-Kahn, pour la gauche, c'est une mauvaise nouvelle. Elle perd un de ses ministres les plus populaires et les plus symboliques de sa modernité et de sa réussite. Dominique Strauss-Kahn a choisi de prendre la décision que vous connaissez. Je lui exprime devant vous ma sympathie et mon amitié fidèle. J'espère qu'il reviendra vite parmi nous. DSK pense ainsi avoir le champ libre pour assurer sa défense. Mais il ignore que d'autres scandales vont l'atteindre. En l'espace d'1 an, il est cité dans 3 affaires judiciaires d'ampleur nationale. La deuxième mise en examen de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn a été mis en examen dans le cadre de l'affaire Elf pour complicité par instruction donnée et recel d'abus de biens sociaux. En quelques mois, son image change radicalement. Le ministre star, à qui tout réussissait, tombe de son piédestal. Il a été vraiment pourchassé. Sa popularité se retourne contre lui, la passion des médias se retourne contre lui. C'est trop, il est trop riche, il est trop doué, il est trop intelligent, il n'est pas assez moral. C'est un véritable séisme. Dominique Strauss-Kahn prépare sa défense. C'est au tour de Dominique Strauss-Kahn. Cette année-là, il ne cesse d'alimenter les chroniques judiciaires. Et tout le monde finit par le lâcher. Ça n'arrête pas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est du quotidien. L'affaire Strauss-Kahn, quoi. Il y a une espèce de climat de rancœur contre lui qui s'installe à gauche à ce moment-là. Je crois qu'il n'est plus digne d'être membre de notre parti. On est là pour servir et pas pour se servir. Nous ne voulons pas faire de la politique de cette manière. Ce sont des choses qui ne sont pas agréables à entendre, surtout que ceux qui le disent ne sont pas forcément ceux qui les disent en face de lui. Tout est blessant. Tout est blessant. Et tout ce qui blesse ne s'oublie pas. Dominique Strauss-Kahn doit donner les explications qui lui sont demandées. Ce soir, Lionel Jospin reste votre ami. Vous avez l'impression qu'il vous a lâché, qu'il a pris ses distances. Il reste évidemment mon ami et j'espère que je reste le sien. Il y a une déception quand même. Une déception de ne pas avoir reçu le soutien qu'il espérait par son propre camp. Des gens avec qui il avait une relation très proche, qui ne se sont pas montrés complètement à la hauteur. Notamment Lionel. Je lui exprime devant vous ma sympathie et mon amitié fidèle. J'espère qu'il reviendra vite parmi nous. Des hauts et des bas. En seulement quelques mois, l'ancien ministre brillant qui a attiré tous les regards est devenu persona non grata. Cependant, dans ces 3 affaires, il finit par obtenir des non-lieux et des relax et ne sera jamais condamné. C'est donc l'heure d'un nouveau départ. En 2002, DSK reprend sa carrière politique et c'est Lionel Jospin qui va lui redonner une mission de premier plan. Il lui propose d'être le porte-parole de sa campagne pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez pris? On a un café, un verre d'eau. Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu le 21 avril 2002. À quelques heures de la fin du vote, alors que Lionel Jospin est encore dans son fief en Haute-Garonne, Dominique Strauss-Kahn l'appelle depuis Sarcelles pour lui donner les premières tendances. Et il est plutôt confiant. Allô? Bon, ici, ça se passe formidablement en termes de participation. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui vote. Et comme c'est l'endroit où on avait fait le meilleur score d'Île-de-France en 95, je trouve ça plutôt bon signe. Je suis un peu entouré, là. Hein? Je te rappellerai, hein? T'es sur écoute, hein? Ok, salut, Dominique. salut. Ciao. Un enthousiasme qui va très vite s'estomper. Vers 18h, Dominique Strauss-Kahn et son épouse rejoignent le QG de campagne du Parti socialiste. Les premiers résultats viennent de tomber. Derrière la porte, les visages sont fermés. Lionel Jospin arriverait en 3e position derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Le Pen et Lionel
donne la même chose. 15-5, 17-5. C'est effroyable. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la gauche ne serait pas représentée au second tour de l'élection présidentielle. On est dans un état de détresse totale. On a un immeuble qui nous tombe sur la tête. C'est un scénario auquel personne n'avait pensé. Et du coup, personne n'appelle Lionel Jospin. On attend que Lionel arrive et on ne sait pas comment lui dire. Jusqu'au moment où il gravit et marche du local de campagne, il ne sait pas qu'il n'est pas qualifié pour le deuxième tour. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%. François Bayrou, 6,5%. Comme tous les socialistes, DSK assiste impuissant au discours triomphal du leader d'extrême droite. À tous les amis étrangers de la France, dans le monde, et d'abord à ceux de la francophonie qui comptent sur l'indépendance de la France éternelle. L'arrivée de Jean-Marie Le Pen, avec ce qu'il porte en lui, la haine, l'antisémitisme, la brisure des Français, faisait que pour Dominique, c'était insupportable. Quelques minutes plus tard, il est l'un des premiers à quitter précipitamment le siège de campagne. C'est la catastrophe ce soir ? Il n'attend pas les consignes du parti. Avant même que Lionel Jospin ait pris la parole, il exprime son désarroi à la télévision. Dominique Strauss-Kahn, vous étiez aux côtés de Lionel Jospin tout à l'heure. Comment a-t-il pris cette nouvelle? Il s'exprimera lui-même tout à l'heure. Le premier tour des élections présidentielles délivre toujours dans notre pays un message très fort. Ce soir, il est tout à fait bouleversant. Strauss-Kahn a quand même beaucoup de mal à accepter ça. Il y voit quand même un grand gâchis. Voyez-vous, je n'ai pas d'affection pour M. Chirac. Pour autant, même si je n'ai pas d'affection et un peu en me bouchant le nez, il faut que le score de Le Pen, pour l'honneur de la France, soit le plus faible possible. Et c'est ça l'enjeu qui est maintenant devant nous. Vous voterez Chirac? Je le ferai. Formellement? Je viens de vous le dire. Il prend tout le monde de vitesse d'une certaine façon et effectivement il oblige le Parti socialiste à le suivre sur cette ligne. Ça a suscité débat. Certains ont dit qu'il était parti un peu tôt, qu'il s'était exprimé un peu vite. Tout le monde n'a pas apprécié sa promptitude. Et même Lionel Jospin a été un peu froissé. Ce résultat est profondément décevant pour moi et ceux qui m'ont accompagné dans cette action. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Je vous remercie. DSK était-il au courant de la décision radicale de Lionel Jospin? Une chose est sûre, son positionnement dès l'annonce des résultats le place en tête de ses successeurs. Le fait que Dominique annonce en même temps cet appel pour éviter que le Front National soit en tête du deuxième tour, il prend le leadership d'une nouvelle vie politique au sein du Parti socialiste. Puisque Lionel n'y est pas arrivé, peut-être que je peux y arriver. C'est lui, quoi, le fils, en quelque sorte, politique, qui peut continuer ce travail, qui peut continuer cette œuvre. Et l'idée va mûrir dans sa tête, jusqu'aux prochaines élections. Antenne dans 5 minutes. Merci. À l'automne 2006,
DSK participe aux primaires de la gauche, face à Laurent Fabius, ancien Premier ministre, et Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes. Bienvenue à vous trois sur ce plateau. Laurent Fabius, bonsoir. Bonsoir. Ségolène Royal, bonsoir. Bonsoir. Dominique Strauss-Kahn, bonsoir. Bonsoir. Et Dominique est toujours confiant. Il est toujours confiant dans son étoile. Il se conduit comme il l'a toujours été, c'est-à-dire qu'il pense que son intelligence, son brio, son charme personnel, au fond, suffiront. Moi, je prends l'engagement de faire en sorte que, en une législature, nous ayons au moins stabilisé le niveau de la dette. Et ça n'est pas un engagement à la légère. Quand j'étais ministre des Finances, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, ce ratio de la dette a baissé. Dominique Strauss-Kahn se positionne comme toujours en expert de l'économie. Mais son discours est trop technique pour un débat télévisé. Il confond l'élection présidentielle et le concours de l'agrégation. C'est pas la même chose. Il regarde à un niveau beaucoup plus distancié, si vous voulez. Il a une idée des réformes qu'il faut faire dans l'Europe, des réformes structurelles qu'on pourrait faire pour améliorer la productivité française, mais il ne regarde pas ce que désirent les électeurs. Et Ségolène Royal, elle, l'a bien compris. Elle saisit l'occasion pour rappeler à l'ancien ministre que les Français ont des préoccupations plus concrètes. Trop longtemps, on a expliqué aux Français que l'économie, c'était compliqué, que c'était une affaire de spécialistes ou de chiffres. Je crois qu'il est temps que les Français reprennent la main sur l'économie pour que celle-ci ne soit pas au service de l'économie, mais au service de l'humain et du bien-être. Elle émet des idées nouvelles, elle émet une forme de militantisme nouveau, et ça nous perturbe beaucoup parce qu'on n'est pas habitué à ça. Dominique Strauss-Kahn assistera impuissant en tant que spectateur à la montée en puissance de cette météorite. Un mois plus tard, Ségolène Royal remporte la primaire socialiste avec plus de 60% des voix dès le premier tour. DSK est largement battu, mais étrangement, cette défaite ne semble pas l'émouvoir. On n'a pas l'impression qu'il soit affecté. Bon, quoi que ce soit, voilà, on a mené la bataille, on a perdu, bon. Dans quel resto on va manger ce soir? Il n'est pas déçu. Constate. Une question se pose alors. DSK avait-il de véritables ambitions présidentielles ou simplement l'envie de se lancer un nouveau défi? C'est un joueur, Strauss. C'est quelqu'un qui joue et qui regarde jusqu'où il peut pousser son avantage. Quand on fait une partie d'échecs, on joue le mieux possible. Après ça, on gagne, on perd. Si on a perdu, c'est que l'autre a été meilleur. Mais c'est pareil pour tout. Le 6 mai 2007, Ségolène Royal est battue par Nicolas Sarkozy. Et DSK est loin de se douter que le nouveau président va œuvrer dans l'ombre pour son avenir. 2 mois plus tard, il sera nommé directeur général du FMI, une candidature largement appuyée par le président français. Mais alors que cache cette initiative? Une volonté d'éloigner un adversaire potentiel pour l'avenir. Ce qui est certain, c'est que dans un premier temps, le nouveau directeur du FMI s'impose à son poste, mais il va rapidement être rattrapé par un pan de sa vie, jusque-là tenu secret, ici en France. Je voudrais saluer Dominique Strauss-Kahn, que je viens d'avoir au téléphone, et lui dire combien je suis persuadé qu'il sera un excellent responsable du FMI. Je voudrais dire aux Français que c'est ça l'ouverture. Et que grâce à cela, un Français est aujourd'hui à la tête d'une des institutions internationales les plus importantes. Si ça peut le débarrasser de Dominique Strauss-Kahn, il en est ravi. C'est d'ailleurs tout à fait compréhensible, et la manière dont il le met en scène, honorable de la part de Nicolas Sarkozy. Enfin, personne n'est dupe, évidemment. Pour l'instant, Dominique Strauss-Kahn ne voit aucun piège dans cette nomination. Au contraire, c'est un poste idéal dans la perspective de la prochaine présidentielle. Il a 5 années devant lui pour briller au FMI. Il nous dit « je pars mais je reviendrai ». Donc le « je pars mais je reviendrai », chacun doit l'interpréter comme il l'entend. À Washington, Dominique Strauss-Kahn ne tarde pas à se faire remarquer par la justesse de ses analyses. En 2008, il est le premier à anticiper la grande faillite mondiale qui s'annonce après la crise des subprimes. En quelques mois, il devient l'un des hommes les plus influents de la planète. Il a alerté tous les dirigeants du monde sur le fait qu'on était au bord d'une explosion.
Dominique a joué un rôle central. Il a vu que c'était une crise gigantesque, qu'il fallait qu'on se mobilise. Il est vraiment heureux parce qu'il est reconnu comme étant parmi les plus grands économistes mondiaux, par ailleurs ayant des capacités politiques. Il devient l'un des maîtres du monde, ou du moins l'un des grands de ce monde. Mais au même moment, la presse américaine s'intéresse à lui et l'affaire est pour le moins embarrassante. En octobre 2008, il est accusé d'avoir contraint l'une de ses collaboratrices à une relation sexuelle. Elle s'appelle Piroska Nagy. C'est une économiste hongroise. Et c'est son mari qui a porté l'affaire en justice. Le FMI ouvre une enquête interne. Aux États-Unis, l'affaire est prise très au sérieux, puisqu'évidemment on ne badine pas avec ce type de dérapage. Cette affaire qui en France aurait été banale, aux États-Unis, elle ne pouvait pas être banale. Parce qu'aux États-Unis, l'adultère, c'est pas banal. DSK reconnaît avoir eu une liaison avec cette femme lors d'un sommet à l'étranger. Mais il refuse d'admettre qu'il a abusé de sa position hiérarchique. Il a toujours considéré que sa liberté, le plaisir qu'il pouvait prendre dans la vie, était bien supérieur au danger. Et peut-être le danger pimentait-il encore plus, évidemment, ses plaisirs. C'est quelqu'un de libre, ça a toujours été quelqu'un de libre. Et justement, il voulait vivre sa vie d'une certaine façon, conquête incluse. Ce qui est incroyable, c'est que DSK, dans ce poste aux États-Unis, un poste extrêmement exposé, continue de se comporter comme il se comportait en France. Il n'a pas encore compris qu'il est un personnage public et qu'il prend trop de risques par rapport à ça. DSK se sentirait-il désormais intouchable? Son épouse, Anne Sinclair, lui pardonne cet écart. Au cœur de l'affaire, elle lui témoigne publiquement son soutien. Chacun sait que ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les couples. Pour ma part, cette aventure d'un soir est désormais derrière nous. Nous avons tourné la page, puis-je ajouter pour conclure que nous nous aimons comme au premier jour. En l'absence de preuves, l'accusation d'abus de pouvoir n'est pas retenue. Affaire classée? Pas tout à fait. En février 2009, de passage en France, DSK est l'invité d'une matinale radio. C'est une exclusivité qui est négociée de très longue date. C'est le retour de DSK et c'est sa première interview en France depuis des mois. Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio. En route vers la station, il découvre que l'humoriste Stéphane Guillon lui a consacré sa chronique. Je crois que le titre même de l'émission, le 7-10, l'excite énormément. Évidemment, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises au sein de la rédaction. Pardon, sein est un mot que je n'ai pas le droit de prononcer aujourd'hui pour ne pas réveiller la bête. Moi, je trouvais l'angle amusant parce que tout le monde en parlait. Des frasques, entre guillemets, de Dominique Strauss-Kahn. Mais il y avait une sorte d'omerta, c'est-à-dire que tout le monde savait, mais personne n'en parlait. 5 seuils d'alerte sont prévus lors de cette matinale, le dernier étant l'évacuation pure et simple du personnel féminin d'Inter. Alors on va faire un effet de sirène. Voilà, à ce signal, je vous demande de vous diriger toutes, sans exception, vers les ascenseurs. Il n'est pas question de se retrouver avec une flopée de congés maternité dans 7 mois. Il n'y aurait pas eu l'affaire Piroska Nagy, je n'y serais jamais allé. Jamais j'aurais fait un papier sur une rumeur. Pour moi, nous n'étions plus dans le domaine du privé, on était dans le domaine d'ores et déjà du public. Ça m'amusait de mettre les pieds dans le plat, d'autant plus que je savais qu'il allait arriver 10 minutes après moi. Je trouvais ça rigolo. DSK est furieux. Il appelle ses conseillers, il veut annuler l'interview. Mais ce serait pire, lui dit-on. Il décide finalement d'honorer son engagement. Vous rentrez du G7 le week-end dernier à Rome, il y aura un G20 début avril à Londres et vous n'êtes guère optimiste sur cette crise financière internationale. Nous n'en serions, dites-vous, qu'au début des effets dévastateurs. Je me dis non, il va pas oser, il va pas oser, il va pas oser. Et là, boum, il y va. Je vais vous parler de la crise, mais avant, je vais vous dire que j'ai assez peu apprécié les commentaires de votre humoriste.
Les responsables politiques ou les responsables d'action publique comme moi ont le droit, même le devoir sans doute, d'être critiqués par les humoristes, mais l'humour c'est pas drôle quand c'est principalement de la méchanceté. Il comptait un peu débarquer en majesté et être le porteur d'une autorité. Et puis brusquement, devant lui et dans le studio, il était tourné en ridicule. Bon, la sagesse aurait été de se taire. Pour la première fois, DSK est touché. Il ne s'attendait pas à être attaqué sur ce terrain, mais sa réponse ne fait qu'alimenter la polémique. Si Strauss-Kahn ne répond pas à cette chronique, la chronique passe totalement inaperçue. Donc il fait une faute de communication qui pour moi est aberrante. Ce qui est terrible, c'est qu'il a fallu attendre, en réalité, Stéphane Guillon, un humoriste, pour qu'enfin ça sorte sur la place publique. Ces révélations sur sa vie privée viennent décorner son image publique. Les Français découvrent une face cachée de l'homme politique qu'ils ne soupçonnaient pas. Le comportement de DSK était connu de tous, au Parti socialiste et ailleurs, c'était un dragueur, plus que d'autres. C'est pas le seul, mais plus que la moyenne. Il y avait des rumeurs sur un comportement un peu lourdingue, mais rien de plus. Puis c'est une époque aussi où le respect de la vie privée, les règles juridiques de la presse font qu'on ne va pas sur ce terrain-là. Allez, go. De retour à Washington, Dominique Strauss-Kahn n'a qu'une idée en tête. Mettre en place une communication très ciblée afin de faire oublier cette affaire avant la prochaine élection présidentielle. Les Français ont besoin quand même de crédibilité et se disent, nous avons là quelqu'un dans cette tourmente financière, quelqu'un qui est compétent. Hi. Yeah. Okay, thank you. Il y a une mayonnaise qui commence à prendre chez les commentateurs. Et si Dominique Strauss-Kahn revenait? Et s'il était candidat? Et si. Yeah, I see so. Il était clair qu'il y réfléchissait, oui. Ça ressemble à un slogan de campagne. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Ils ont fait ça à mon insu. À l'insu de mon plein gré, comme on dit. Qu'est-ce que vous en pensez de ce slogan? Il a servi une fois, il ne peut pas servir deux fois. DSK arrive en fin de mandat au FMI. Va-t-il se représenter ou au contraire, se rendre disponible pour la présidentielle? Quelques mois plus tard, la question est sur toutes les lèvres. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn. Merci d'être avec nous ce soir. Vous le savez, les Français, ils s'interrogent, ils s'impatientent, ils aimeraient savoir. Vous vous interrogez sur ce que vous allez faire dans les mois à venir ou pas du tout? Les mois à venir, j'ai une mission à continuer à remplir, je la remplis. Vous savez très bien que ce débat politique français m'est interdit, donc je n'y entre pas. Il y a toute une opération de communication qui vise, alors d'abord à ne rien dire sur la politique, mais à envoyer des messages subliminaux. Votre épouse ne souhaite pas, elle, que vous fassiez un deuxième mandat au FMI. Est-ce que vous êtes un homme qui écoute parfois son épouse? Toujours. D'abord, on en discute, c'est bien normal. Ce qu'elle dit a beaucoup d'importance pour moi. Quoi que je fasse à l'avenir, évidemment, on en parlera ensemble et son avis comptera. Je dis pas ouvertement, c'est sûr, j'ai pris ma décision, mais enfin, j'en connais peu qui, à la sortie, comprennent qu'il ne sera pas candidat. Et ils comprennent tout ce qu'il va l'être. Il se voyait président de la République et je pense qu'Anne Sinclair se voyait aussi première dame. Je crois vraiment qu'il était poussé par la vague. Je crois que parfois la vague est tellement forte que vous finissez par vous laisser porter, par y croire vous-même et par vous convaincre vous-même. On a visité des locaux de campagne, on a réfléchi à une architecture d'équipe de campagne. On ne peut pas dire que tout le scénario était écrit, c'est pas vrai. Mais enfin, on avait commencé à se préparer. Mais Dominique Strauss-Kahn connaît les coups bas dont il pourrait être victime s'il était officiellement candidat. Sa priorité désormais, ne laisser filtrer aucune information qui puisse se retourner contre lui. Il nous dit attention, je sais que mes mails sont lus, que mon téléphone est écouté, donc soyez tous vigilants, simplement. Il y a des choses dont on ne parle plus au téléphone. Soit on lui en parle quand il est là, soit on fait passer les messages par des gens qui le voient. Il est extrêmement paranoïaque. Dominique Strauss-Kahn en est persuadé. Ses moindres faits et gestes sont épiés. Et les attaques commencent d'ailleurs dès le mois de mai.
Surpris à bord de la voiture de luxe d'un de ses collaborateurs, on l'accuse de mener un train de vie incompatible avec les valeurs de la gauche. Il le vit comme une immense bêtise, mais avec, là encore, ce sentiment de ne pas être concerné parce que c'est pas sa voiture. Donc il comprend même pas que ça a pu être un tel buzz médiatique. Il est persuadé qu'on va chercher à le plomber, qu'une forme de complot ou une autre va mettre à bas sa candidature en se basant sur ces deux faiblesses supposées, l'argent d'une part, les femmes de l'autre. Et d'ailleurs, il le dit, un jour, on retrouvera une femme qui m'accusera de l'avoir violée dans un parking. DSK rentre aux États-Unis sans avoir annoncé sa candidature officielle, mais tout le monde sait qu'il est déjà en course pour la présidentielle. Prudent comme jamais, le joueur d'échecs pense avoir anticipé tous les scénarios possibles et pourtant, le 14 mai, DSK rend visite à sa fille à New York. Après avoir passé la nuit dans un hôtel de Manhattan, il rejoint l'aéroport quand des policiers viennent l'interpeller à bord de l'avion. Il est accusé d'avoir violé une femme de chambre dans son hôtel. Le monde entier, et la France en particulier, découvrent alors avec stupéfaction ces images. Quelques heures seulement après son arrestation, DSK comparaît devant un tribunal pénal. Les accusations sont graves. Il encourt la prison. J'ai été troublée au départ. Je me suis sincèrement posé la question, je me suis dit, est-il vraiment capable d'aller violer une femme? Je n'ai pas connu un Dominique violeur, je n'ai pas connu un Dominique qui pousse quand on lui dit non, tout simplement. Et ça m'est arrivé de lui dire non. Par la voix de son avocat, l'accusé nie les faits. Mais la juge refuse sa mise en liberté sous caution et demande son maintien en détention provisoire. Dominique Strauss-Kahn part directement en prison, à Rikers Island, un établissement pénitentiaire pour détenus à haut risque. Il est très atteint et beaucoup le disent extrêmement déprimé et s'inquiètent pour savoir si justement il ne va pas être tenté de mettre fin à ses souffrances. On se préoccupe de savoir si à un moment donné, le pire ne va pas arriver. Le pire dans ces moments-là, c'est d'avoir envie de se jeter par-dessus bord. À Paris, les socialistes sont sous le choc. Le 16 mai, c'est l'effervescence au siège du parti. Tous les ténors sont là pour un conseil national à la tonalité particulière. Il y avait une ambiance de gravité, une ambiance presque morbide. Il est de cette famille-là. Et même quand on l'a combattu, rares sont ceux qui lui souhaitent ce qui lui arrive. On a vu des images d'un homme comme s'il avait été condamné. Ces images sont d'une extrême violence, d'une extrême souffrance. Et je voudrais rappeler que Dominique a toujours la présomption d'innocence. La situation est évidemment une situation terrible. Terrible sur le plan humain et très difficile sur le plan politique. Les socialistes, ce jour-là, ont enterré leur candidat et leur président.
New York, après 3 nuits passées en prison, DSK comparaît à nouveau. Cette fois, ses avocats obtiennent sa libération sous caution en résidence surveillée. That it will be monitored 24 hours, 7 days a week, electronically, and by at least one armed human being guard at all times, at the defendant's expense. La somme réclamée est colossale. 1 million de dollars pour la caution et 5 millions en dépôt de garantie. Une seule personne dans son entourage peut réunir cette fortune en très peu de temps. Son épouse, Anne Sinclair. Arrivée la veille à New York, elle quitte le tribunal au plus vite accompagnée de Camille, l'une des filles de Dominique Strauss-Kahn. Elle ne se pose pas la question. Il faut soutenir. Il faut soutenir pour en sortir. Le reste, on verra après. Elle n'a que quelques heures pour trouver une maison qui puisse remplir les conditions énoncées par le juge. Mais aucun New-Yorkais ne veut accueillir celui que la presse qualifie désormais de pervers. À plusieurs reprises, elle a trouvé des appartements qui n'ont jamais été validés à cause de cela, puisqu'elle était en permanence suivie par la presse et ça créait un buzz médiatique infernal. Grâce aux différents liens que j'avais à New York, nous avons trouvé la fameuse maison de Franklin Street. Une demi-heure après, si nous ne l'avions pas trouvée, Dominique repartait en prison. La maison est située à Tribeca, l'un des quartiers les plus huppés de Manhattan. Le 25 mai, après 9 jours de prison, Dominique Strauss-Kahn, équipé d'un bracelet électronique, s'installe dans sa résidence surveillée. Il est complètement coupé de ce qui a fait sa vie. C'est quelqu'un de blessé, oui. On le sent, puis qui s'ennuie à mourir. On communique en jouant aux échecs. C'est une façon de se dire qu'on est là, qu'on attend qu'il revienne, qu'on pense à lui, qu'on est proche de lui. On a eu 2-3 échanges de mails, du genre j'espère qu'on pourra se revoir un jour à Paris. J'imagine que ça lui a fait plaisir de recevoir d'un certain nombre de gens des petits mails de soutien, dans une période qui ne devait pas être facile. Il me dit, mon avocat me dit que j'ai 20% de risque de retourner à Rikers Island. Il dit, ça, c'est quelque chose que je ne supporterai pas. Parallèlement, le procès suit son cours. À chaque sortie du tribunal, Dominique Strauss-Kahn doit affronter l'hostilité de la rue. La victime présumée, dont personne ne connaît encore le visage, fait l'unanimité. Elle est noire, américaine et femme de chambre. Lui est blanc, riche et puissant. DSK ne cesse de clamer son innocence, mais l'opinion publique l'a déjà jugé. The victim wants you to know that all of Dominique Strauss-Kahn's power, money, and influence throughout the world will not keep the truth about what he did to her in that hotel room from coming out. L'avocat de la supposée victime, oui, il m'a harcelé pendant des semaines. Il souhaitait que je témoigne en faveur de sa cliente, je suppose. Qui s'est dit, tiens, non seulement elle partage la même couleur de peau, mais en plus, elle a eu une aventure sexuelle avec lui qui était intense et qui était extrême. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'elle était volontaire. Donc, ce que je fais dans mon lit ou ailleurs, ça ne regarde personne. Mais tout bascule le 25 juillet. Après des semaines de silence, Nafissatou Diallo, la victime présumée, accorde sa première interview à la télévision. They say he's going to be the next president of France. Then I said, oh my God. And I was crying. I said, they're gonna kill me. I said, they're gonna kill me. I'm going to die. This man tried to rape me. He tried to rape me. God is my witness. I'm telling the truth from my heart. Ce jour-là, le monde entier découvre son visage et sa version des faits.
La justice, elle, enquête sur plusieurs contradictions. Après plus de 3 mois de procédure, le 23 août, Dominique Strauss-Kahn est convoqué une nouvelle fois au tribunal. Le juge doit alors rendre sa décision. The court will grant the application to dismiss the indictment. Dominique Strauss-Kahn reste impassible. Pourtant, c'est en homme libre qu'il quittera ce jour-là le tribunal. C'est la fin d'une épreuve terrible et injuste. Je suis soulagé pour ma femme, mes enfants, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période. J'ai hâte de rentrer dans mon pays et je m'exprimerai plus longuement quand je serai de retour. Dans les heures qui suivent, DSK quitte avec ses proches les États-Unis. Il a fait plus de couverture médiatique que l'élection d'Obama, premier président noir aux États-Unis. C'est quand même absolument incroyable. Il est fasciné par l'importance que le monde donne à ça. Je pense qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il n'a pas totalement renoncé à revenir en politique. Donc, pour revenir en politique, il fallait quand même que la vérité éclate aux yeux de tous les Français de manière très claire, au-delà même du rapport du procureur et du non-lieu que la justice américaine lui a accordé. Ça ne lui suffisait pas. Il voulait plus. Il voulait vraiment être, je pense, réhabilité. Un beau sourire. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. À peine arrivé à Paris, DSK accorde une interview télévisée. Innocenté par la justice américaine, il pense alors clore définitivement le dossier. Mais en France, le scandale du Sofitel a délié les langues. Une journaliste, Tristan Banon, vient de porter plainte contre lui pour harcèlement sexuel, des faits qui remonteraient à 2007. Le seul problème de Dominique Strauss-Kahn, c'est son rapport aux femmes, parce qu'il se montre beaucoup trop pressant, voire harcelant. Mais au bout d'un moment, quand vous êtes totalement dans l'impunité, que personne ne vous fait la moindre critique, que c'est une affaire dont on ne parle pas, et vous vous croyez autorisé à tout faire. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes à Paris aujourd'hui. Il y a une plainte pour viol aussi déposée contre vous en France par Tristan Banon. Vous avez été entendu à votre demande par la police en début de semaine. Quelle est votre version des faits et comment cette affaire va se dérouler selon vous? Écoutez, j'ai été entendu comme témoin, j'y ai dit la vérité, que dans cette rencontre, il n'y avait eu aucun acte d'agression, aucune violence. Je n'en dirai pas plus. C'est déjà très difficile de prouver les agressions sexuelles, mais alors, quand ça remonte à il y a 5, 6, 7 ans, c'est quasiment impossible. Mais ce qui sort à ce moment-là, c'est pas une nouvelle affaire, c'est un homme, la vie d'un privé d'un homme, dont on voit qu'il était tout le temps aux marges, voire de la loi, voire au-delà de la loi. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui que d'autres affaires similaires ne sortent? Non, mais si vous appelez d'autres affaires similaires, d'autres affaires tout aussi inventées, construites de toutes pièces, on ne peut jamais savoir. Un mois après cette interview, le parquet de Paris classe la plainte de Tristan Banon sans suite, le délai de prescription étant dépassé. Finit également l'affaire du Sofitel. Il restait une procédure au civil, mais elle est abandonnée à la suite d'une transaction financière. Juridiquement, DSK s'en sort bien, mais son mariage n'y survit pas. Après l'avoir soutenu jusqu'au bout, Anne Sinclair demande le divorce. Le couple se sépare en juillet 2012. DSK renonce à un retour en politique et tente de rebondir dans les affaires, mais la série noire continue. L'un de ses associés se suicide après avoir fait faillite. Et au même moment, il se retrouve une nouvelle fois devant la justice. En février 2015, DSK est convoqué au tribunal correctionnel de Lille. Il comparaît pour proxénétisme en bande organisée. L'affaire remonte au printemps 2012.
lorsqu'il était encore directeur du FMI. D'une certaine manière, cette affaire du Carlton, ça va être le procès qu'il n'a pas eu à New York. DSK aurait participé à des soirées libertines en présence de prostituées à l'hôtel Carlton de Lille. Plusieurs notables seraient impliqués. La question est de savoir si l'ancien ministre et patron du FMI faisait partie des organisateurs. Il n'est plus l'homme le plus puissant du monde, il n'est plus le potentiel candidat à l'élection présidentielle, il n'est plus un homme politique français. Il est, à ce moment-là, Dominique Strauss-Kahn prévenu, à côté d'un proxénète notoire, Dodo la Saumure. De toute façon, DSK n'a pas besoin de moi pour se défendre. Hein. Il n'était pas au courant que c'était des prostituées? Après moi, c'était pas son problème, il y avait autre chose à penser. Bon, il y avait de grosses responsabilités. Il fréquentait des filles qui étaient libertines. Par politesse, il n'y avait pas à lui demander aux filles. Vous êtes prostituées, vous? Je pense que c'est pas très courtois, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. DSK n'a jamais connu Dodo la Saumure, mais peut-être pour éviter justement d'avoir à nouveau une relation sous le feu des projecteurs, c'est-à-dire avec une femme, disons, visible, une femme avec qui on peut être vu au restaurant, il a des relations dans un cadre fermé, organisé par ses copains du nord de la France, ce qu'on appellera l'affaire du Carlton. Pendant 3 semaines, les pratiques sexuelles de DSK sont exposées en détail. Il est présent à chacune des auditions, faisant face aux prostituées qui, pour certaines, l'accusent de violence. Ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, c'est pas l'homme que je connaissais. Je me suis posé la question, en fait. Je me suis dit, est-ce qu'avec tout ce pouvoir, avec toutes ces évolutions, est-ce qu'il a changé au point où, justement, il est complètement déshumanisé et il ne se rend plus compte qu'en face de lui, il y a des êtres humains, tout simplement. Tout a été raconté. Et donc, il n'avait pas d'autre choix que celui d'assumer cette sexualité. C'était d'ailleurs sa ligne de défense. Sa ligne de défense était de dire « Je suis un libertin, j'ai une sexualité plus rude, dit-il, que la moyenne des hommes, mais voilà, j'assume le fait d'être un libertin. » C'est un homme qui est amoral, c'est-à-dire qu'il considère que les règles de la morale sont un cadre contraignant, absurde, et qui réfrène sa liberté. Il ne comprend pas pourquoi on parle de ça, alors que ça ne le regarde que lui. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Il sait très bien qu'il n'a rien fait d'illégal. Personne n'a jamais réussi à démontrer qu'il a agressé ou violé quelqu'un, donc c'est très infamant et je pense qu'il en a beaucoup souffert, mais en même temps, il a résisté, il n'a pas baissé les bras. Et la justice a fini par lui donner raison. Après 4 mois de procès, DSK obtient la relaxe. Rien ne prouve qu'il ait été l'organisateur de ces soirées. Il ressort libre du tribunal. Dominique Strauss-Kahn ne fera même pas, disons, aux médias qui l'ont dévoré pendant toute cette longue période le cadeau de son image au tribunal de Lille. À partir de ce jour, DSK disparaît. Plus aucune déclaration publique, plus aucune apparition. Il sait qu'il doit se reconstruire, loin, très loin de la pression médiatique. C'est quelqu'un qui a eu les plus belles réussites et qui a eu la détresse la plus fondamentale. C'est quelqu'un qui est passé en quelques minutes de roi du monde à paria universel. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant chez lui, c'est sa capacité de résilience. Il ne se suicide pas. Il renoncera à toutes ses ambitions, à tout ce qui était sa vie auparavant. Il va commencer une autre vie. Et c'est au Maroc qu'il part s'isoler. Dans ce pays où il a passé une partie de son enfance. Dominique a appris à parler un peu marocain. Il a beaucoup d'amis là-bas. C'est un peu une deuxième patrie pour lui. Un homme qui arrive comme ça à la fin de sa carrière et malgré tout un peu à l'automne de sa vie, retrouver un peu ses racines, retrouver ses odeurs, ses parfums, ses gens, ses cultures, c'est quelque chose qui fait du bien, qui console. Je pense qu'il a besoin d'être consolé aussi. Ce
qui m'a frappé, c'est quand même cette volonté de tourner la page. Il a changé de vie, il a divorcé, changé de compagne. Après, au fond de lui-même, qu'est-ce qu'il ressent? Jusqu'où est-ce qu'il ressent le sentiment de gâchis? Ça, c'est son mystère, c'est son secret, et quelque part, lui seul peut le savoir. De temps en temps, il quitte sa retraite marocaine pour tenir des conférences sur l'économie à travers le monde. Ces différents procès l'ont lourdement endetté. Il a encore besoin de gagner de l'argent. Comme c'est quelqu'un de brillant, il peut vendre cher son intervention, son conseil. Il est très sollicité. De surcroît, c'est devenu un peu une attraction mondiale. Donc il y a aussi parfois des gens qui te sollicitent parce qu'ils ont envie de voir la bête de près. Hein. C'est aussi bête que ça. En même temps, Dominique Strauss-Kahn ne semble pas avoir l'intention de se couper totalement du monde politique. Dès son arrivée au Maroc, il crée un compte sur les réseaux sociaux. Le 21 juin 2015, il poste un premier message énigmatique que tout le monde va chercher à analyser. Jack is back. C'était un petit sourire, ça montre d'ailleurs le sens de la communication extraordinaire. Je veux dire, avec 3 mots, il a réussi à faire parler tout le monde. Il y a un petit clin d'œil. Il y a coucou, je reviens, coucou, je dis 2 petites choses. Je ne suis pas totalement absent. Et puis ça me permet aussi de dire 2, 3 petites choses de ce que je pense par rapport à la façon dont les affaires sont conduites. De temps en temps, il envoie aussi tel ou tel journaliste auquel il parle encore, une confidence sur l'action de Manuel Valls, de François Hollande. Il ne peut pas résister. Je ne crois pas qu'il reviendra, il n'a pas spécialement envie, mais je crois qu'il n'est pas exclu qu'un jour, il apparaisse comme un recours. Ah, si Dominique Strauss-Kahn avait gagné, est-ce qu'au fond, la gauche serait dans cet état aujourd'hui, etc. Personne, bien sûr, n'a la réponse à cette question, mais le fait de se poser la question montre l'ampleur de la nostalgie. Il y a peut-être un certain regret du fait que Dominique Strauss-Kahn ait organisé presque lui-même sa propre chute. C'est dommage, parce qu'il aurait pu jouer un rôle extrêmement important. Il aurait pu orienter la France d'une façon extrêmement pertinente, correspondant au monde dans lequel nous sommes. Il aurait pu nous sortir de la situation où nous sommes aujourd'hui, qui est vraiment désastreuse. C'était peut-être lui le plus doué de tous, mais il a cultivé ses vulnérabilités. Le parcours de Dominique Strauss-Kahn dans la vie publique est celui du grand gâchis d'un immense talent. Dans cette affaire, j'ai vécu des choses violentes, oui. Et j'ai beaucoup perdu.